Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Ce soir, alors que la rentrée est bien entamée pour certains et s'approche dangereusement pour d'autres, on vous propose de prolonger un peu l'été avec Midsommar, deuxième long métrage d'Ari Aster, sorti en France le 31 juillet dernier au cinéma. Seulement un an après Hérédité et la dislocation de sa cellule familiale, le talentueux américain revient pour nous parler d'une autre entité sociale, le groupe d'amis. Invité par un camarade suédois à passer l'été dans la verdure scandinave, 4 amis s'enfoncent doucement dans des paysages tous plus instagrammables les uns que les autres. Dans ce trip halluciné de 2h35, le réalisateur et scénariste place son public dans une situation de profond malaise. Celle-ci s'appuie sur plusieurs éléments. Premièrement, les fêtes du Midsummer, pratiquées un peu partout dans le monde autour du solstice d'été. À cela s'ajoutent de nombreux rituels païens. C'est sur ces deux éléments que nous allons nous attarder aujourd'hui. Enfilez votre couronne de fleurs et venez donc vous asseoir à notre table, et ne vous en faites pas, nous avons tout notre temps. Le soleil n'est pas près de se coucher. L'action de Midsommar prend place dans une communauté isolée en Suède. Emmenés par un ami étudiant aux États-Unis, les 4 compères découvrent lentement, entre fascination et étonnement, les coutumes d'un groupe fêtant le solstice d'été de 9 jours, la fête du Midsummer. Si ces fêtes célébrant l'arrivée de la nouvelle saison ont une place particulière dans le nord de l'Europe, elles ne sont pas exclusives aux pays scandinaves. La latitude septentrionale et le climat tempéré de la Suède offrent cependant un spectacle sans pareil. À la fin du mois de juin, les nuits ne durent que quelques heures et peuvent être appréciées dans le plus simple appareil. Selon Paul Tildum, journaliste et auteur, les fêtes de Midsummer ont une place particulière dans la culture suédoise. Elles sont les vacances les plus importantes après celles de Noël et sont un point de pivot autour duquel de nombreux Suédois prennent leurs vacances. Même si ce n'est plus le cas aujourd'hui, il fut une époque où le 22 mars, soit 9 mois après le solstice, était le jour où le pays enregistrait le plus de naissances. Dans un article pour Esquire, le journaliste Matt Miller a pu échanger avec Paul Tildum, qui lui a déclaré ceci. Beaucoup de Suédois commencent leurs vacances vers le solstice, quittent leur ville pour passer du temps dans des cottages ou des maisons d'été. Midsummer consiste en la célébration de l'été, à manger du hareng, boire de l'aquavit, un alcool scandinave, et veiller tard. C'est une tradition légère et heureuse. Célébration de l'été et préparation de la saison fertile, le solstice suédois est aussi un événement visuel. Dans certaines contrées, les participants se déguisent, décorent leurs habitations de montages floraux et élèvent de haumas autour desquels sont organisées des danses folkloriques. On estime que ces traditions remontent au XVIe siècle, mais elles ne deviendront typiquement suédoises qu'aux alentours du XIXe siècle. Il s'agit, durant le solstice d'été, de reconnecter avec une époque agraire plus proche du terroir et de l'agriculture. Cela se traduit par un retour à la nature, mais aussi par une consommation parfois excessive d'alcool. Là où le métrage d'Aster montre une prise de drogue provoquant des hallucinations et favorisant la désorientation des invités, Paul Tildum explique que la boisson sert avant tout à se désinhiber, entraînant parfois des relations sexuelles entre les participants, mais rien de comparable aux événements du film. Évidemment, si l'on retrouve quelques points communs, essentiellement visuels, cette fête n'a rien à voir avec le déroulement macabre dépeint dans le long métrage américain. En fait, le film prend le contexte des fêtes suédoises et accentue un trait particulier, celui d'une sombre religion locale. Ari Aster utilise le cadre de la réunion folklorique, mais la pousse dans les extrêmes par l'introduction de ressorts visuels qu'il avait déjà expérimentés dans Hereditary, les rites païens. Aucun acte sacrificiel n'a jamais été enregistré durant les fêtes du Midsummer suédoise. Mais ce n'est pas le cas partout en Europe. En réalité, la plupart des ressorts horrifiques de Midsommar se réfèrent à d'anciennes traditions païennes européennes. Si le paganisme est souvent défini en opposition au monopole du monothéisme chrétien en Europe, il couvre en vérité une réalité très large. Terme péjoratif employé par les chrétiens pour discréditer les pratiquants d'autres religions, il désigne aussi certains pratiquants de la magie. En Allemagne, on recense notamment des sacrifices humains durant le solstice d'été au nom de Solé, la déesse balte du soleil. Lors de ces sacrifices ritualisés, les victimes terminaient souvent carbonisées dans les immenses feux à ciel ouvert.
le paganisme fait d'abord référence à une ère pré-chrétienne, et son déclin commence au moment de la propagation du christianisme. Ce déclin entraîne la disparition des croyances païennes et l'abandon des lieux de culte. Cependant, dans le cadre du film, il serait sans doute plus juste de parler de néo-paganisme, une forme de renouvellement des pratiques païennes après leur extinction au profit du christianisme. Influencé par les voyages et découvertes de la Renaissance, le néopaganisme se caractérise par un apport de nombreuses religions à l'époque exotique, car extérieures à l'Europe. Ainsi, l'animisme, le polythéisme et le panthéisme sont des traits communs à de nombreuses croyances extra-européennes et au néopaganisme d'Europe occidentale. L'emprunt se fait aussi dans les images. Plusieurs symboles néo-païens ressemblent ainsi aux symboles hindous ou aztèques. Pour l'anthropologue Marc Auger, le paganisme ne pense pas le monde en des termes dualistes, par exemple l'âme d'un côté, le corps de l'autre. Il conçoit davantage des formes de continuité entre ordre social et ordre biologique. Les événements naturels font également signe et sens, et les quelques points communs avec notre culture occidentale majoritaire sont la ritualisation autour de la mort, la vie collective et le respect d'un certain ordre hiérarchique. Quand il est représenté dans la culture populaire, le paganisme permet ainsi de montrer une altérité proche de nous. Les différences flagrantes de mode de vie entraînent un choc saisissant des valeurs jusqu'à parfois mener vers un contraste inadmissible. Cet abandon des valeurs chrétiennes et ce qui en résulte sont au centre du film Midsommar. Une des scènes les plus perturbantes de Midsommar montre le sacrifice consenti de deux personnes âgées. Leur âge avancé leur demande, pour le bien du groupe et pour le soulagement des jeunes générations, de se donner la mort. La vie, pensée en termes de saison, suit ainsi un cycle naturel. Si l'individu n'apporte plus rien au groupe, il est de son devoir de s'en défaire. Et puisqu'il n'y a pas de vie en dehors du groupe, la mort devient la seule solution. Finalement, Ari Aster emprunte à différentes traditions européennes de diverses époques pour en proposer une version condensée, extrême et contemporaine. Le cadre des fêtes de Midsommar et les caractéristiques visuelles des rites païens offrent un mélange faisant entrer Midsommar dans un sous-genre particulier de l'horreur. Après la grande époque américaine puis anglaise des grandes adaptations des aventures du monstre de Frankenstein, Dracula et des autres monstres, l'horreur s'oriente vers une esthétique soit plus gore, soit plus délirante. L'arrivée de la couleur encourage notamment les expérimentations visuelles percutantes. Dans les années 60, après un passage par la science-fiction puis le suspense, le genre continue de s'extirper des références littéraires détenues par quelques majors et poursuit la construction de ses propres codes. À la fin des années 1960, une génération de réalisateurs britanniques, biberonnés aux clichés gothiques, développe sa propre vision du cinéma d'horreur. Une vision faite d'environnements plus lumineux, de paysages plus naturels. Au début des années 1970, le sexe s'invite aussi de manière plus explicite dans le cinéma de genre. Le cinéma d'horreur britannique sort de son âge d'or, mais a encore quelques flèches à son arc. Comme le souligne la journaliste Léa Baudin dans un article pour Allociné, l'expression d'horreur folklorique a été employée pour la première fois en 2004 par le réalisateur Piers Haggard durant une interview. Il désigne son film La Nuit des Maléfices, sorti en 1970, comme relevant de ce sous-genre. Dans un documentaire de la BBC en 3 parties intitulé A History of Horror, l'acteur et scénariste Mark Gatiss reprend l'expression. Le narrateur avance que, je cite, « Le déclin du cinéma d'horreur britannique semblait irréversible, mais recelait encore quelques pépites florissantes. » Il continue, « Parmi elles existe un ensemble de films que l'on pourrait appeler horreur folklorique. Ils partagent une obsession commune pour les paysages anglais, son folklore et ses superstitions. » Entre autres thèmes, la chasse aux sorcières et les conflits culturels prennent une place prépondérante dans le sous-genre. Dans The Wicker Man, film de Robin Hardy sorti en 1973, certains des codes que l'on retrouve chez Ari Aster pointent le bout de leur nez. Un policier britannique chrétien débarque sur une petite île pour enquêter sur la disparition d'une jeune fille, mais les croyances locales le déroutent rapidement. The Wicker Man, le dieu d'osier en français, devient un classique du genre et Blood on Satan's Claw, La Nuit des Maléfices, offre déjà en 1971 de belles couronnes de fleurs à ses protagonistes et une action se déroulant sous la lumière du jour dans un contexte naturel. Piers Haggard explique avoir voulu simplement se détacher de certaines images classiques de l'horreur. Son but avec La Nuit des Maléfices, explorer les sentiments négatifs que les gens ressentent et ce qui peut en découler de sombre. Voici ce qu'il a déclaré. « Je pense que je voulais faire un film d'horreur folklorique d'une certaine manière. Nous étions tous intéressés par la sorcellerie et nous étions tous intéressés par l'amour libre, les règles du cinéma étaient en train de changer et la nudité devenait quelque chose de possible. » Comme le mentionne le journaliste Joseph Boisnet dans un article, il n'est pas si étonnant de voir ce genre se développer dans les années 60, en plein essor de la culture hippie. La nudité et la sexualité y sont pleinement abordées, parfois de manière violente. La remise en cause du traditionnalisme et de la rigidité des codes sociaux trouve dans le folk horror un écho puissant.
le sous-genre de la folk horror était né. Scènes en plein jour, rituels étranges, communautés malsaines, sorcellerie, cadres ruraux et sexualité explicite semblent être les ingrédients d'un genre que Midsommar participe à renouveler. Et on vous donne notre avis sur ce film dès maintenant. Eh bien désormais, place au spoil, place au film. Après vous avoir parlé des quelques origines, références et contextualiser un petit peu Midsommar, on va vous donner notre avis sur le film. Mais avant ça, on va vous faire, comme d'habitude, un petit synopsis, petite fiche technique. Donc le film suit principalement Dani. Dani est en couple avec Christian et au début du film, la pauvre vient de vivre une tragédie dans sa famille. C'est même plus qu'une tragédie, on peut dire. Elle n'a plus de famille. Christian est sur le point de rompre, c'est son petit copain, mais le contexte fait que il n'ose pas trop le faire. Et ça va l'amener d'ailleurs à être un peu un boulet. Avec du coup ses amis étudiants, notamment Josh, Mark et leur ami suédois Pell. Ils partent en Suède pour fêter le solstice, mais le solstice un peu particulier, c'est une fête qui a lieu tous les 90 ans lors du solstice d'été, le Midsummer. À partir de là, les quatre amis vont se retrouver, on va dire, emprisonnés par une communauté. Emprisonnés de manière à la fois sociale, mais aussi naturelle, puisqu'il va y avoir un cadre tout vert qui va faire en sorte que l'action va se dérouler dans des endroits finalement à ciel ouvert, mais assez clos. Et ils vont être enfermés par ce groupe, et au fur et à mesure, on va dire, de l'intrigue, ils vont se rendre compte que les faits qu'ils sont venus étudier, puisqu'ils sont tous à peu près en thèse d'anthropologie, à part peut-être Mark d'ailleurs, non pas Mark, à part, si c'est ça, Mark qui est joué par Will Poulter, à part peut-être Mark, ils ont un petit intérêt, on va dire, d'étude pour cette communauté, mais on va se rendre compte que y a d'autres choses qui vont se jouer derrière. Pour ce qui est de la fiche technique, on retrouve donc le personnage principal d'Annie est joué par Florence Pugh. Oui, une actrice qui avait été révélée en 2016 pour son rôle principal dans Lady Macbeth. C'est son premier grand rôle, il avait été acclamé par la critique à l'époque. Moi j'avoue, je ne connaissais pas Florence Pugh avant ce film. Elle a été vue aussi dans une série d'espionnage qui a vachement bien marché, qui s'appelait The Little Drummer Girl, avec notamment Alexander Skarsgård. Elle jouait dedans et il paraît que c'est très bien, donc je vais me précipiter sur cette série puisque Florence Pugh, on peut le dire dès maintenant, tient le film et le tient magistralement bien. Ouais, alors ils sont en effet plusieurs à particulièrement bien jouer, mais Florence Pugh, elle a un rôle vraiment central et elle le tient très bien. Elle a aussi été vue l'année dernière, alors j'avais un petit peu oublié, pourtant j'ai vu le film, mais dans Outlooking, un film Netflix que j'avais trouvé plutôt pas mal, que j'avais même carrément bien aimé, qui était assez chouette, et elle jouait dedans. Christian, lui, est joué par Jack Raynor, qui a un parcours un petit peu particulier parce que il me semble qu'il a joué dans Transformers. Ouais, il a joué dans un des volets de la saga Transformers. Transformers. J'avais vu sa tête quelque part et en regardant sur Wikipédia, je suis oh, ah bah oui, c'était là-dedans. C'est un monsieur qui alterne films plus exigeants, on va dire, et films type blockbuster. C'est vrai qu'on l'a vu dans un Transformers, mais il a été révélé en fait par un film que je n'ai pas vu non plus, qui s'appelle What Richard Did, qui pareil avait vraiment eu un énorme succès critique. Et il a joué aussi dans le Macbeth avec Marion Cotillard et Michael Fassbender. Donc il a une carrière plutôt éclectique, et là on le retrouve dans Midsommar avec un rôle d'homme égoïste et lâche, qui lui sied à merveille. Ouais, c'est vrai, on a envie de le taper. Hein. Il le joue tellement bien que même progressivement, quand il commence à lui arriver des problèmes, on n'a pas spécialement envie de le plaindre. Les deux derniers amis sont joués, donc Josh et Mark. Josh est joué par un acteur que j'aime bien, qui s'appelle William Jackson Harper. J'ai eu un petit problème, c'est que j'ai vu The Good Place, j'ai vu la dernière saison de The Good Place il y a pas longtemps, et il joue tout simplement un des personnages principaux, il joue Chidi. Donc pendant toute la première moitié du film, j'ai vu Chidi, donc au début ça m'a un petit peu perturbé, puis après bon, l'acteur est suffisamment bon pour ne pas jouer le même personnage, mais puis de toute façon c'est pas une comédie, mais ouais, j'ai pensé un petit peu à Chidi tout le long. Et enfin Mark est joué par Will Poulter. Alors Will Poulter, je pense que quand on voit sa tête dans le film, on se dit ah tiens, je l'ai vu quelque part. Il a vraiment une gueule de cinéma. Ouais. C'est vrai qu'il a joué dans Détroit de Catherine Bigelow déjà. Il a joué dans The Revenant et il a joué plus récemment, je pense que le dernier endroit où je l'ai vu, c'était dans Bandersnatch, l'épisode interactif de Black Mirror. Alors, perso, j'avais pas du tout aimé, j'ai absolument pas apprécié ce film-là, mais c'est vrai qu'il jouait dedans et il jouait déjà bien, et c'est vrai qu'il a lui aussi il a une bonne tête à claque.
dans Oui, ces films-là. et il en joue bien dans certains films parce que Ouais. donc, on le voit dans The Revenant, il est un peu tête à claque aussi. Même dans des comédies, comme il a joué dans Les Miller avec Jennifer Aniston. C'est un des films qui ont contribué d'ailleurs à le faire vachement connaître. Mais il a aussi une filmographie, voilà, The Revenant, Bandersnatch. Et il a aussi failli jouer, et là c'est vraiment, tu vois, c'est sans doute parce qu'il a vraiment une tête particulière, cet acteur. Il a failli jouer Pennywise le clown dans ça. Ah Avant que le rôle soit confié à Skarsgård, donc ouais, ça fait à Bill sens. Skarsgård. Et donc du coup, on l'avait envisagé à un moment pour le rôle. Et effectivement, Oui. quand j'avais lu ça, je sais plus quel média américain avait sorti cette information, je me suis dit ah ouais, très bonne idée. Et puis finalement, C'est Bill vrai. Skarsgård est excellent dans le rôle de Pennywise. Mm. Et donc voilà, Will Poulter, c'est pour montrer que là, il a vraiment un visage très reconnaissable dans le cinéma américain aujourd'hui, quoi. Et d'ailleurs, on souligne la performance de Florence Pugh. Il y avait dans Hereditary déjà une actrice centrale au film qui tenait aussi énormément le film. C'était Toni Collette. Et Toni Collette qui était magistrale dans Hereditary, que je trouvais vraiment impressionnante. Enfin, qui arrivait à me mettre des frissons juste par un regard. Et en fait, en regardant quelques interviews aussi pour préparer l'émission, en regardant des interviews notamment autour de Hereditary, autour de Midsommar, les acteurs et les actrices expliquent tous qu'en fait, il est pas très dirigiste, Ari Aster, dans sa direction d'acteur, et qu'il laisse pas mal faire. Donc je sais pas si ça tient à ça, le fait qu'il est entouré par des acteurs et des actrices qui sont quand même vraiment talentueux, et il les laisse apparemment assez libres dans leur jeu. Bah, ça rend super bien, effectivement. C'est plutôt une bonne idée. Après, ouais, ça double tranchant. Il vaut mieux avoir des acteurs qui sont bons. Ouais. Il a eu de la chance avec Florence Pugh et Jack Raynor, qui jouent donc le couple principal, Danny et Christian, qui sont amis dans la vraie vie. Et ça les a pas mal aidés pour le film. En fait, avant de tourner ensemble, avant que le film soit shooté, ils ont passé une semaine ensemble à avoir vraiment des conversations assez longues pour essayer de définir la nature de la relation entre leurs deux personnages, à quoi ça allait ressembler, etc. Et ensuite, la réalité a un peu rejoint la fiction pendant le tournage. Dans le film, en fait, on voit le personnage de Christian qui est un petit peu démuni face à Danny qui vit un deuil. Et là, en fait, Jack Raynor, lui, a vu Florence Pugh vraiment souffrir pendant les 2 mois de tournage parce qu'elle était vraiment extrêmement investie dans le rôle. Et d'ailleurs, ça se ressent à l'écran. Et il s'est senti très mal par rapport à ça, un petit peu justement comme Christian face au deuil de Danny. Donc, tu as eu un effet comme ça également chez les acteurs. Un et effet je de pense miroir, que ça ouais. se ressent bien dans le film. Alors, c'est un film d'horreur qui est assez particulier, Midsommar, alors, comme d'habitude, on vous conseille de voir les films avant d'écouter l'émission. C'est un film d'horreur assez particulier parce qu'il est extrêmement lumineux, visuellement, tout simplement, visuellement, il y a des lumières très fortes, c'est presque, enfin, ça en vient presque parfois à baver, Oui, c'est à sur baver dans l'écran. Vers la fin du film, quand on est dans les parties les plus lumineuses, Ouais. l'image est limite cramée. Hein. Oh. C'est vraiment très très lumineux. Et d'ailleurs, ça fait partie, parce qu'on va commencer quand même aussi à parler des spécificités de ce film, ça fait partie des spécificités de ce film, puisque, comme je vous l'ai dit quand je vous ai fait un peu le synopsis, le film démarre sur une note extrêmement sombre. Le film démarre aux États-Unis, et les scènes tournées aux États-Unis sont pour certaines vraiment très sombres, et là où normalement, on va dire un film amène logiquement vers plus de malaise et de noirceur. Là, en l'occurrence, le film prend un peu le parti inverse, j'ai l'impression. Alors, je l'ai vu qu'une fois, je retourne le voir demain au cinéma, je l'ai vu qu'une fois. Mais de ce que j'ai vu de mon premier visionnage, le film est de plus en plus lumineux au fur et à mesure qu'il avance. Et ça, pour un film d'horreur, c'est assez peu courant. En fait, il y a des films qui ont déjà été tournés à la lumière du jour, ça c'est pas un problème. Il y a des grands films qui l'ont déjà fait, mais faire ce mouvement-là de partir sur quelque chose d'extrêmement sombre et d'aller vers quelque chose d'extrêmement lumineux, en fait dans le cinéma d'horreur c'est quand même assez rare, et surtout là c'est particulièrement maîtrisé, je trouve. Exactement, la première scène d'ouverture donc de nuit est déjà très éprouvante, et en fait on pourrait se dire que ça va se calmer comme dans un film d'horreur classique. On a la première scène d'ouverture qui est là pour choquer un peu le spectateur, ensuite ça se calme un peu et on alterne avec des moments d'horreur qui se passent généralement la nuit. Je sais même pas si c'est pour choquer, parce que c'est pas juste pour choquer. Ah non, je veux dire dans le cinéma d'horreur. Oui, d'accord. Autant dans pour moi. dans la production horrifique, on va dire, qui est plutôt dans une démarche de train fantôme, quoi. Ouais. Des films comme La Malédiction de la Dame Blanche, dont on a parlé dans l'émission, par exemple, qui commencent sur une scène forte
pour ensuite, Ouais, pour ensuite je vois ce que tu veux avoir dire. des accalmies et des moments plus érotiques qui se passent quasiment toujours la nuit. Ouais. Là, en fait, c'est exactement l'inverse. On a l'impression que dans ce film-là, la nuit, quand ils dorment, est un moment où il se passe pas énormément de choses, contrairement à ce qui se passe en pleine lumière. Et donc l'ouverture du film se fait dans une séquence extrêmement sombre, dans une maison en pleine nuit, et ensuite on va aller progressivement vers la lumière, et plus on va aller vers la lumière, plus l'horreur va être intense. Va être intense, mais c'est là que c'est intéressant. Pas pour tous les personnages. Pas pour tous les personnages. Et c'est ça qui est quand même particulièrement brillant et qui est quand même particulièrement malin, c'est que on reviendra dessus après peut-être, mais l'arc de Danny, c'est un arc qui est vraiment atypique, et je trouve que la force du film, c'est aussi ça. On commence par cette scène vraiment horrible, vraiment intense. La scène d'intro est vraiment vraiment intense, et on suit vraiment de très près les évolutions du personnage de Danny, et j'ai l'impression qu'on vit en fait avec elle. Enfin, moi j'étais mal au début dans le cinéma, la scène d'intro, je me suis dit waouh, j'espère que le film va pas être intense de cette manière pendant tout le long, parce que sur 2h40 ça va être compliqué. Et en fait, passé cette introduction là, on se dirige vers le personnage de Danny va plus s'ouvrir que se fermer en fait. Et d'ailleurs ça fait partie de tout un tas de choses qui servent le récit. Mais tu parlais justement des nuits où il se passait rien. Enfin, il se passe pas rien, il se passe quand même des choses intéressantes dans le film. Il se passe des choses oui, il se passe des choses intéressantes. Mais disons que les moments d'horreur se passent pas là. La nuit n'est même pas un facteur important, puisque le film aussi prend place dans un endroit, et ça participe à la désorientation des personnages, se passe dans un endroit où il ne fait quasiment jamais nuit. La latitude de là où il se trouve, et plus le moment de l'année, fait que les nuits sont extrêmement courtes. Et même la première nuit, en fait, on ne la voit pas. On ne la voit même pas. Le fait est qu'ils prennent des drogues, alors de manière consentie, alors que après ça va se passer de manière peut-être moins consentie. Ils prennent des drogues et ils savent plus quel jour ils sont. Au moment où ils se réveillent, au moment où il y a eu les premières hallucinations, ils savent même pas quel jour ils sont. Et il y a un effet de désorientation qui fonctionne évidemment sur le groupe, mais qui fonctionne, je trouve aussi, enfin en tous les cas ça a fonctionné sur moi, dans le sens où je savais pas depuis combien, au bout d'un moment on sait pas depuis combien de temps ils sont là. Ah, on n'est pas sûr. Est-ce qu'ils passent vraiment toutes les nuits? Quand est-ce qu'ils dorment? On les voit de temps en temps dormir, mais ça participe comme ça à cette désorientation, et j'ai trouvé ça particulièrement malin. On a vraiment l'impression qu'ils se retrouvent physiquement enfermés, mais aussi psychologiquement reclus comme ça dans cette communauté. T'as aussi ce qui est très présent tout le long du film, c'est une espèce de tension. En fait, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que le film faisait vraiment peur. En l'occurrence, chez moi, non, et je pense qu'il y a pas mal de gens aussi qui ne vont pas avoir spécialement peur devant le film. En revanche, il y a une énorme tension qui est présente de la première scène jusqu'à la dernière, avec des moments où c'est vraiment, vraiment éprouvant pour le spectateur. Ouais. Il y a des scènes de repas qui s'éternisent pendant très longtemps, où on ne sait pas ce qui va se passer, et où il y a un sentiment de malaise, une sensation de gêne très désagréable qui commence à s'installer. En fait, le film joue constamment avec nos nerfs. Je pense notamment à la scène de repas qui s'éternise avec les deux personnes âgées avant qu'elles meurent. On ne sait pas ce qui va se passer pendant ce temps. Tous les mouvements sont extrêmement lents. On est aussi perdu que les personnages principaux américains parce qu'on ne comprend pas cette culture-là. C'est vraiment des moments comme ça, ou même une autre scène de repas. Toutes les scènes de repas, globalement, sont assez difficiles à regarder. Ça devrait être des moments de communion, des moments de soulagement. Et là, pas du tout. Là, c'est des moments où ils se regardent, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout là? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je comprends pas. Où est-ce qu'on est? Quand on est? Ah non, mais c'est ça. C'est vraiment cette tension-là que j'ai aimé, qui vraiment te prend dès le début et qui ne te lâche pas jusqu'au plan final. C'est ça. Ouais, mais en fait, c'est un film qui est hors du temps. Enfin, pas le film, mais l'espace, le récit du film, il est hors du temps. On est dans un espace comme ça où, en plus, on a l'impression qu'il y a aussi certains rituels, le rituel du repas notamment, c'est ce que j'avais pris aussi dans mes notes. En fait, c'est comme des rituels qui se répètent. Mais en même temps, on perd le repère de l'heure, la météo est toujours la même, il n'y a pas un nuage, et ça contribue à créer cette bulle dont, je sais pas, les parois pourraient être la communauté, et dans lesquelles ils sont complètement enfermés. Et puis même l'endroit où ça se passe, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment au milieu de la nature, à l'écart de toute civilisation. Enfin, ils sont loin de la gare la plus proche, t'es obligé de prendre une voiture, et comme par hasard, la voiture disparaît au bout d'un moment. Donc, voilà. Il y en a qui essaient de s'échapper. Hein. Il y en a qui essaient de s'échapper. C'est vrai qu'on n'a pas mentionné, mais il y a d'autres étrangers qui sont amenés par une autre personne, et qui du coup rentrent en contact avec les Américains. Je sais plus, je crois qu'ils sont anglais. C'est un couple d'anglais, je crois. Et voilà, eux aussi, on voit qu'ils ont été amenés pour une raison en fait assez similaire, assez particulière.
le téléphone ne passe pas, enfin tout est fait Ah oui. pour accentuer l'isolement des personnages qui sont isolés géographiquement et psychologiquement parce qu'ils sont complètement extérieurs à ce qui se passe là-bas, quoi. En fait, il y a vraiment une espèce de communion au moment des repas, mais entre les gens de la secte. Oui, complètement. Ah oui, eux, ils sont Et ce qui extérieurs. gêne, c'est le fait qu'ils en soient totalement extérieurs et qu'ils savent pas où se mettre, quoi, dans cette Ils savent pas où situation-là. se mettre. Ils savent, en fait, ils en prennent en partie conscience. Il y en a au moins 2. Alors, je sais plus pour Marc, mais je sais que Josh et Christian, ils font une thèse en anthropologie. D'ailleurs, ça va amener à un conflit. Et c'est là aussi où c'est fort, c'est que, en fait, ils sont dans ce moment de communion où les autres sont en communion, mais en fait, le groupe se déchire. Le groupe se déchire parce que, Danny et Christian, ça va pas. Christian, il est toxique. Au bout d'un moment, il est juste pas là pour Danny. D'ailleurs, la désorientation, enfin, on sait pas si c'est la désorientation, mais ça joue un peu là-dessus. Il oublie la date, je crois que c'est la date d'anniversaire de leur couple. Ouais, mais je pense qu'il aurait pas eu besoin de la désorientation. Il aurait pas eu besoin, mais tu vois, il joue lui un peu dessus en disant, ah ouais, je suis perdu un petit peu, là, les jours se ressemblent et tout et tout. Et le groupe se déchire, pareil, Josh et Christian vont à un moment donné vouloir travailler, enfin, Josh travaille déjà sur les fêtes de Midsommar suédoises et en particulier sur cette communauté, et Christian va éprouver un intérêt particulier pour ce groupe et va vouloir aussi travailler dessus pour sa thèse en anthropo, donc il va y avoir un conflit entre les deux. Il va carrément essayer de lui voler son sujet de thèse. Donc ouais, complètement, il lui vole son sujet de thèse. Parce que Christian est un connard du début à la fin. Hein. Ouais, exactement, si vous l'aviez pas compris, c'est exactement ça. Et le groupe, en fait, alors que il devrait être soudé à ce moment-là, et le groupe va être complètement éclaté, et ça fait écho au groupe tel qu'il était représenté dans Hérédité, où là c'était un groupe familial, et qui peu à peu, aussi pour des raisons religieuses, on va dire entre guillemets, se voyait complètement éclaté de tous les côtés pour justement servir un but autre. Et ça m'amène à une autre remarque, c'est que on voit, en fait, ce que je m'en suis pas rendu compte immédiatement, mais après en réfléchissant sur Field, je me suis dit mais en fait, on a le point de vue naïf à la fois dans Hereditary et dans Midsommar. Nous, on a le point de vue des étrangers. On comprend pas les rites. On les comprend pas, c'est comme disait dans l'intro, sont des rites néo-païens. Et la famille, en fait, elle est victime de quelque chose qui est extérieur à elle dans Hereditary. Ce sont des gens extérieurs qui introduisent, qui disent ah voilà, si tu veux parler à ta fille décédée, tu peux faire tel rite là, tu vas voir, tu vas réussir à lui parler. Et en fait, ce sont les rites qui s'introduisent de l'extérieur vers la famille, et là on a quelque chose un peu comme ça aussi, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les coutumes, on ne comprend pas forcément les rites, et on a le point de vue naïf, on a le point de vue du groupe qui va se faire disloquer, et ça je trouve ça aussi particulièrement malin, ça participe au malaise, et je sais pas si c'est un des traits pour l'instant des 2 films d'Ari Aster, et je trouvais ça en fait particulièrement brillant. D'ailleurs, Ari Aster, on pouvait déjà s'en douter des Hérédités, mais on peut vraiment parler de cinéaste auteur. Il a vraiment des thématiques qui reviennent régulièrement. Donc tu parlais du groupe. Là, il y a son intérêt pour les rites et les sectes. Ouais. Et au niveau des thématiques, il y a encore une fois des thèmes qui lui étaient chers dans Hérédité, c'est-à-dire le chagrin, le deuil, les relations humaines dysfonctionnelles, qui sont très très présentes. Et il y a d'autres trucs plus visuels. Ari Aster, c'est quelqu'un qui a une vraie fascination pour le gore. Ça se voyait déjà dans Hérédité, où il y avait des séquences très douloureuses qui étaient présentes, très difficiles à voir. Et là, il y en a encore dans Midsommar, avec notamment une scène où un crâne se fait éclater pendant très longtemps en gros plan. Ouais. C'est délicat. C'est une scène, en plus, elle est intéressante cette scène, parce que c'est la scène pivot. C'est la scène pivot autour de laquelle les protagonistes vont se rendre compte qu'ils sont dans un cadre qui ne leur correspond pas et qui ne leur correspondra pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils savent à ce moment-là qu'ils vont pas se fondre dans le décor, ils vont pas, nous on le comprend assez tôt, mais eux, c'est le moment de la prise de conscience, c'est le moment où les 2 personnes âgées, en fait, qui sont âgées de 72 ans, si je dis pas de bêtises, sautent d'un rocher pour atterrir sur un autre rocher. Et en fait, tout le monde les observe. Et la scène, là encore, on parlait de scènes un peu longues, de scènes qui traînent. Cette scène-là, elle traîne. Avant qu'ils sautent, et entre les 2 sauts, parce que les 2 personnes âgées sautent, c'est lent. On regarde Danny, on a des plans sur le regard de Danny qui est un peu interloqué. Elle-même se doute de ce qui va se passer, mais ne veut pas se l'avouer. Je pense qu'il y a ce truc où on se dit, oui, ça va être la représentation du suicide, mais pas le suicide en tant que tel. Et là, les personnes sautent, et elle met ses mains devant sa bouche pour réprimer un cri. Et là, le film bascule dans autre chose. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont dans un endroit qui va pas forcément, enfin, qui va peut-être être hostile
à leur égard, mais en même temps, ils essaient de pas se l'avouer. C'est-à-dire qu'ils remarquent, ils voient que la scène, ils voient que c'est pas normal, tout simplement, mais ils arrivent pas à se l'avouer tout de suite à eux-mêmes. Ouais, mais c'est exactement ça. Et nous, en tant que spectateurs, on sait qu'il va se passer quelque chose parce qu'on sait qu'on est devant un film d'horreur, donc ok, ça va être là. Et donc du coup, t'es pas vraiment exactement dans la même position que les personnages du groupe qui, eux, sont encore en train de se dire ok, cet endroit est bizarre, mais ils vont quand même pas aller jusque-là. Et toi, tu fais si, ils vont aller jusque-là. et du coup, tu es tendu pendant toute la scène parce qu'elle s'étire très longtemps et tu fais mais quand est-ce que ça va arriver, parce que ça va arriver forcément. Et il y a même où la scène s'étire tellement qu'au bout d'un moment tu commences à te demander ah mais attends, peut-être ils vont pas le faire du coup vu que ça commence à durer très longtemps. Et en fait si, ils le font, et c'est à ce moment-là que t'es quasi aussi choqué que les protagonistes, parce que la violence est extrêmement crue. En fait il y a une des deux personnes âgées, je crois que c'est le monsieur, qui ne meurt pas sur le coup. Ouais, alors je crois que j'ai l'impression que c'est voulu, parce qu'ils sautent, les deux personnes sautent de manière différente. La femme, elle va sauter et elle va faire un esprit ouais, voilà, elle saute la première et elle va faire comme un plat sur le rocher en bas. Donc là, on se doute, oui, que la colonne, le crâne, voilà. Alors que le monsieur va sauter droit, il va sauter horrible. Les jambes la première, et c'est vraiment dégueulasse. Et du coup, va pas mourir immédiatement. Et il va y avoir comme une seconde étape au rite qui va s'ajouter à ça, qui va être un éclatage de crâne. Si vous avez pas aimé, par exemple, une certaine scène dans The Walking Dead, vous n'aimerez pas celle-là non plus. Ah oui, ouais, parce que en fait, j'ai dit précédemment que le film ne m'avait pas fait peur. En revanche, si vous êtes sensible au gore, n'y allez pas. Enfin, vraiment, c'est vraiment un des trucs caractéristiques, j'ai l'impression, du cinéma d'Ari Aster. C'est assez gore et c'est très bien fait. Enfin, alors, les gens qui s'occupent des effets visuels ont fait un travail de dingue. Donc du coup ça fait réaliste, et pour le coup il y a vraiment un sentiment de dégoût qui peut arriver très vite, quoi. En même temps, il y a pas ce sont pas les mêmes codes, c'est-à-dire qu'on retrouve du gore dans Hereditary, dans Midsommar, mais les codes de l'horreur entre Hereditary et Midsommar ne sont pas du tout les mêmes. Dans Hereditary, c'était finalement un film d'horreur d'exorcisme, et c'est juste que son récit, enfin sa narration plutôt, était assez particulière, puisqu'on avait un point de vue naïf et on voyait des gens subir des choses. Mais en fait, les codes d'Hereditary, finalement, on avait ces personnes cachées dans le noir, dans une chambre sombre le soir. On a toute une quantité de codes, de personnes qui passent en arrière-plan, d'apparitions, de choses comme ça. On les avait, et ce sont des codes classiques de l'horreur. Là, en l'occurrence, on retrouve le gore, mais on n'a pas tous les codes de l'horreur. C'est pas un film à jumpscare, par exemple. Alors que Hereditary, parfois, il pouvait jouer sur un coup sonore, un choc sonore un peu fort, une image un peu forte. Et là, en l'occurrence, c'est pas du tout un film à jumpscare. Si c'est les jumpscares qui vous embêtent, là vous en aurez pas du tout. Par contre, faut être prêt à voir certaines images. Moi je sais que dans la salle de cinéma, des fois les réactions étaient il y a des gens qui vraiment mettaient leurs mains devant leurs yeux, hein, à certains moments. Il me semble même avoir lu un article disant qu'aux États-Unis des gens avaient quitté la salle. Oui, j'ai vu ça aussi. Mais quelque part, après ça arrive énormément à tous les films, mais bon. Ça m'étonne pas énormément si tu sais pas ce que tu vas voir, quoi. Enfin, si tu y vas en te disant ça va être un slasher dans les pays nordiques banal. Non, en fait si tu le sais pas, tu peux être effectivement choqué de voir ça d'un coup. Ari Aster avait, je finis là-dessus, juste il avait fait une interview à Bloody Disgusting, donc le célèbre site consacré au cinéma d'horreur, où il avait prévenu que il y aurait encore pas mal de traumas crâniens à venir dans ses prochains films, et que pour lui il y avait quelque chose de satisfaisant dans le fait de décapiter ou d'écraser un visage à l'écran, et que pour lui que ça l'amuse un petit peu d'imaginer des morts violentes pour ses films. Donc voilà, il y aura encore pas mal de traumas crâniens. C'est marrant parce que du coup t'as prononcé un mot aussi intéressant juste avant, c'est le mot slasher, et c'est vrai que il y a aussi, alors ça c'est un avis tout à fait perso, mais il y a aussi un renversement des codes du slasher. Il y a un renversement des codes du slasher parce que on a le groupe de jeunes, on a le groupe composé d'hommes, de femmes qui se retrouvent comme ça pourchassés, traqués. À la différence évidemment que au lieu d'être chassés par un tueur ou une entité, là ils sont chassés par un groupe, et aussi à la différence que, du coup comme je disais tout à l'heure, l'arc de Danny va faire que on va pas être face, comme pour les autres, à un piège qui se referme sur eux. En fait, à un moment donné, l'arc de Danny, ça va être un arc d'émancipation, ça va être un arc de prise de conscience aussi, en fait. C'est-à-dire que le deuil qu'elle a vécu, le groupe tel qu'elle le vit dans Midsommar va l'aider
à passer ce deuil et va l'aider à passer des étapes de souffrance que Christian n'aurait pas pu lui apporter. Parce que Christian était trop égocentrique pour ça. Et ça amène à une scène, alors il y a plusieurs scènes, le film est long, mais il est ponctué par des scènes que je trouve visuellement mais brillantes. Il y a une scène qui m'a marqué où j'ai été fasciné, j'aurais voulu que cette scène dure pour toujours. C'est la scène où, bon, il y a Christian a une relation sexuelle avec une femme du groupe de Suédois. Dany, qui a à ce moment-là, je crois, déjà été élue reine de mai, va s'approcher de l'endroit où Christian est en train d'avoir une relation sexuelle. Les autres femmes du groupe lui disent non, n'y va pas, c'est pas bien pour toi, tu ne veux pas voir ça, n'y va pas. Elle y va quand même par curiosité. Elle voit que Christian est en train de la tromper. Bon, après il y a des trucs un peu compliqués, il aurait soi-disant bu un filtre d'amour, mais bon, on voit bien qu'il est attiré de toute façon par plusieurs des nanas du groupe, donc c'est pas le filtre d'amour. La relation est un petit peu forcée également. Oui, la relation est un petit peu forcée. Mais du coup, à ce moment-là, Dany va s'effondrer, elle va pleurer, et il va y avoir une scène en intérieur dans leur espèce de grange que j'ai trouvé absolument fabuleuse. C'est que toutes les femmes vont se mettre autour d'elle, vont la toucher, vont la prendre par les épaules. Elle est à genoux au sol, et toutes les femmes vont se mettre autour d'elle et vont pleurer avec elle, et elles vont en fait leur mouvement va faire comme une sorte de poumon qui se contracte et qui se détend, et elles vont pleurer à ce rythme-là. Et il y a un truc extrêmement fort dans cette scène, c'est que on a l'impression que le groupe à ce moment-là partage la peine, partage la souffrance, et finalement Dany va se retrouver à être assez bien, à se ressentir assez bien, assez rapidement. Et il y a ce truc qui fait que c'est aussi un des points forts du film, c'est que c'est pas seulement la réalisation qui est particulièrement léchée, il a un vocabulaire visuel très particulier, il a un attrait pour le symbole, c'est pas seulement ça. C'est que il y a aussi une chorégraphie à ce moment-là. J'ai eu l'impression d'être au théâtre ou devant une installation d'art contemporain où on voit ce groupe se contracter, se détendre, respirer comme un poumon, et on voit au milieu Dany qui va de mieux en mieux. Et je me suis dit mais waouh quoi. Enfin cette scène, je la trouve visuellement elle est sublime. Elle est juste sublime. Puis de mettre dans sa fonction dans le film est très important parce que c'est vraiment un des derniers points de bascule du film, là où justement Dany fait partie du groupe. Elle est définitivement intégrée dedans. Elle a rejoint la masse que forment toutes ces silhouettes en blanc de la secte. Et elle fait désormais partie intégrante du groupe, puisqu'en fait tous ses amis se sont fait tuer à ce moment-là du film. Presque. Son dernier lien avec sa vie d'avant, c'était Christian. C'est-à-dire sa famille est morte, ses amis se sont fait massacrer, et Christian, qui était son dernier lien, est en train de la tromper, de manière forcée, mais en train de la tromper avec une femme. Elle perd tout, et en fait tout ce qui lui reste, c'est ces femmes qui sont autour d'elle, qui partagent sa peine et qui en fait l'accompagnent dans ce moment-là, le vivent avec elle carrément. Donc c'est vraiment le dernier point de bascule du film, et on comprend beaucoup mieux ce qui se passe dans les derniers plans, et l'émancipation finale de Dany. C'est justement ça en fait, en y repensant, qui m'a fait vraiment aimer le film. On en avait discuté quand j'étais sorti de la salle. Moi j'étais très partagé quand j'étais sorti de Midsommar, parce que je m'étais dit que le scénario était en fait globalement très prévisible. J'ai vu tout venir au fur et à mesure, même l'émancipation de Dany, mais c'est vrai que la structure est classique. D'ailleurs il y a même certaines scènes qui sont carrément annoncées par des plans sur les tapisseries, les peintures. C'est ça que j'allais te dire, ouais. Donc voilà, c'est une réalisation qui est prophétique en fait. C'est ça. C'est pas un film à twist. Tous les indices sur le déroulé du film, on les a. Et c'est vraiment pas ça qui fait la force du film. C'est pas un truc qu'on va avoir des énormes surprises. C'est la manière dont c'est raconté en fait. C'est ça. Ce qui est raconté. Moi au départ c'est ça, je me disais on sait dès le départ que Dany ça va être la dernière survivante, voilà, c'est classique. Et en fait, plus j'y réfléchis après le film, parce que ce film est quand même resté dans ma tête plusieurs semaines maintenant, après l'avoir vu. Et moins ces choses-là me dérangent, parce qu'en fait, comme tu le dis, le but de Midsommar, c'est absolument pas de surprendre par le scénario. Il n'y a pas de retournement de situation à la hérédité, et de toute façon, c'est pas nécessaire. Un film à twist. Ouais. Voilà. En fait, Ari Aster, là, il va jouer avec les codes du slasher et de la folk horror, puisqu'on va effectivement retrouver ce groupe d'amis, la Final Girl, des codes qu'on connaît bien, mais il y ajoute des images éprouvantes dont il a le secret, il y ajoute ses propres thématiques, et il y ajoute ce parcours très intéressant de Dany qui se termine à la fin, qui intègre le groupe, et c'est au final tout ça qui rend le film très fort. En fait, on a l'impression d'être dans quelque chose
de familier, qu'on connaît bien, parce qu'on connaît ces codes-là du slasher, mais on finit par être dérouté à certains moments. Je dis bien à certains moments, parce que globalement, c'est assez fluide, on est très peu laissé de côté. Je veux dire, le film te prend et tu restes avec lui et tu sais globalement ce qui va se passer. J'ai eu un peu l'impression d'être à l'opéra et d'avoir le programme, tu vois, devant les yeux. Je sais ce qui va se passer. Mais c'est pas très grave, parce que au final, on arrive sur une dernière séquence qui est bien plus douce amère et intéressante que celle qu'on pourra avoir dans un énième slasher, quoi. Puis alors le vocabulaire visuel dont je parlais tout à l'heure, il y a des choses qu'on retrouve, mais là il y a quelque chose d'aussi très différent d'Hereditary. Il y avait beaucoup c'est pas des effets d'échelle, mais il y avait tout ce jeu avec les miniatures qui donnait lieu à des trouvailles visuelles vraiment chouettes. Là, les trouvailles visuelles, elles se trouvent à d'autres endroits, et notamment dans les couleurs. Il y a une vraie exaltation par les couleurs qui est vraiment sublime et qui fait référence, je pense qu'on terminera tout à l'heure là-dessus, au genre de la folk horror et à un moment particulier du cinéma de la fin des années 60 et du début des années 70, enfin du cinéma d'horreur. Il y a tellement de choses, c'est tellement riche en termes de réalisation, en termes de symboles à droite à gauche. Enfin, il y a des voix comme ça où il y a les fleurs. Alors on sait pas trop, ils sont sous drogue, on sait pas trop ce qui se passe. Ils sont sous drogue, ouais. Il y a des fleurs qui grossissent sur la tête de Danny, qui respirent, qui sont comme des poumons. Il y a un moment donné, il y a un travelling de côté où on voit des personnages qui marchent, et en arrière-plan il y a la forêt, il y a les branches dessinent un visage. Enfin, il y a tout un ensemble de petits trucs comme ça qui font que le film est vraiment plaisant à voir, et il est blindé de trouvailles visuelles. Il est blindé de références aussi, parce qu'on l'a brièvement évoqué dans la première partie, mais il y a beaucoup d'éléments de folklore qui se retrouvent, pas forcément du folklore suédois d'ailleurs. Il y a donc ces fameuses tapisseries qui sont montrées à l'écran pour illustrer les rites. C'est plus une espèce de couche mystique, esthétique qu'on a en toile de fond du film, mais qui est pas spécialement de la plus haute importance par rapport à ce qui se passe dans le groupe, on va dire. Et tu as des éléments, des rites qui sont carrément montrés. Donc on parlait de la séquence de danse en dessous des poteaux, qui est pour le coup caractéristique du Midsommar suédois. Ouais. Mais et là, qui est chorégraphié d'une certaine manière, mais qui est caractéristique de... Très belle scène d'ailleurs, c'est magnifique. Sublime, hein. Mais comme tout le film, le film visuellement est magnifique. D'ailleurs, je me permets juste un petit aparté là-dessus. Ari Aster travaille avec la même équipe principale, c'est-à-dire qu'il a le même chef-op qui travaille avec lui sur ce film-là. Il a repris Paweł Pogorzelski qui s'était occupé de la photo d'Hérédité. Ça se sent, et il a repris aussi le même monteur, Lucian Johnston, et le montage est aussi également une part très importante du cinéma d'Ari Aster. Donc en fait, ce trio-là se reforme pour ce film, et donc du coup tu retrouves effectivement ce qui a fait, je pense, le succès d'Hérédité et sa qualité plastique globale, quoi. Et donc un des rites qu'on voit et qui est lui aussi filmé de manière magnifique, c'est la mort de Simon, qui est le monsieur qui a essayé de quitter le lieu en voiture et qui n'y est pas arrivé, qui a les côtes complètement ouvertes et placées dans le dos comme des ailes. C'est affreux, surtout qu'il est encore vivant quand on le retrouve. Il y a les poumons qui fonctionnent encore, on voit qu'il respire encore. En fait, ce rite-là, ça s'appelle le rite de l'aigle de sang. Alors, c'est un procédé qui est particulièrement horrible et qui, du coup, rend très bien visuellement dans Midsommar, qui est attribué aux Vikings. Mais, et il faut quand même le préciser, comme beaucoup de rites ancestraux un petit peu sanglants comme ça, il y a des bas. On ne sait pas vraiment si ça a réellement existé à un moment donné dans l'histoire, si c'est une simple légende, ce qui est possible aussi, ou même une erreur de traduction. Parce que l'aigle de sang, ça pourrait être aussi un autre châtiment, par exemple... quelqu'un qui est condamné à se faire picorer le dos par des aigles, tu vois, en étant sur un poteau. Et ça, pour le coup, par exemple, cette figure-là, ça me rappelle le mythe grec de Prométhée qui se fait manger le cœur tous les jours par un oiseau, tu vois, ça évoque ça. Donc peut-être c'était quelque chose de similaire, et il y a eu une erreur de traduction et ce rite-là n'a jamais existé. En tout cas, s'il a existé, il est particulièrement atroce, et dans Midsommar, il est très éprouvant. Comme pas mal de choses. Après, c'est Ari Aster, il aime mettre en scène des choses éprouvantes. Je vais évoquer très rapidement ses courts-métrages, parce que il a 2 longs-métrages à son actif, que 2, et à seulement 1 an d'écart, ça paraît quand même assez dingue comme ça. Oui, c'est fou en seulement un an d'arriver à sortir Midsommar.
Je Puis trouve ça dingue. c'est pas, enfin je sais pas, ça fait pas 1h20 quoi, ça fait 2h40, ça paraît complètement dingue. Mais oui, il a aussi quelques courts-métrages à son actif que j'avais visionnés, qui sont disponibles si ça vous intéresse sur Vimeo. Ils sont assez faciles à trouver. Et ces courts-métrages-là qui sont, alors qui sont pas du tout, enfin pas que dans un genre horrifique. Il y a des scènes, on voit qu'il y a un entraînement dans la création de l'attention dans certaines scènes et tout, mais qui ne sont pas que des films horrifiques. Il y a aussi des choses un peu politiques parfois, mais où il y a quand même cette volonté similaire de peut-être montrer des choses qu'on veut pas voir. À la fin on se dit mince, en fait j'avais peut-être pas envie de voir ça. Et il a cet attrait pour à la fois pour le gore, mais aussi pour montrer quelque chose de profondément immoral. Et ça, c'est de profondément immoral pour nous. C'est aussi à ça que sert le genre de la folk horror, je pense. C'est à nous mettre aussi face à une forme d'immoralité qui n'est pas immorale pour tout le monde dans le film. C'est très bien accepté par certains personnages, pas par d'autres. Et donc ouais, si jamais ça vous intéresse, allez voir ces courts-métrages. Il y en a certains, alors j'ai plus leur nom en tête, il y en a un en particulier qui est quand même vraiment choquant, mais oui, sinon si ça vous intéresse pour voir un peu ces exercices de style aussi, il y en a un où c'est une actrice que j'aime beaucoup, qui s'appelle Rachel Brosnahan, qui passe de décor en décor en parlant face caméra, en nous racontant une histoire, enfin son histoire, qui sont des petits exercices de style comme ça qui fonctionnent très bien. On voit déjà les lumières, on voit des effets de réalisation qui sont déjà là dans ces courts-métrages. Mais donc ouais, si vous aimez bien sa filmo, peut-être allez checker ces courts-métrages. D'ailleurs, c'est marrant que tu dises qu'il faisait pas que de l'horreur avant, parce que nous on le connaît surtout pour Hérédité, Midsommar maintenant. Et c'est drôle parce que Ari Aster assume désormais de faire de l'horreur depuis Midsommar. C'est ça qui est assez marrant. En fait, il avait dit tu te souviens, Jordan Peele avait dit un truc genre Get Out est un documentaire, Us est un film d'horreur. Ouais. Et ben Ari Aster a dit un peu la même chose avec Midsommar. Il a dit que Midsommar était son premier film d'horreur parce qu'il considère Hérédité comme un drame familial. Ah, ok. Déclaration qu'il a moyennement assumée par la suite, puisqu'il a ensuite dit un autre truc du genre, c'est-à-dire Midsommar est un film de rupture déguisé en film de folk horror. Et quelque part, il y a un peu de ça, effectivement. Non, après, c'est un film. Il qualifie son film comme il le souhaite. Hein. C'est un film de rupture de couple et de rupture avec la société, de rupture avec même la religion chrétienne pour le cas de Danny. Ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, c'est assez marrant, tu vois le parallèle, le personnage qu'elle décide d'abandonner à la fin s'appelle Christiane. Oui. Donc c'est... Ouais, bah ça nous amène complètement peut-être à la dernière partie de cette émission, qui est le genre de la folk horror, le sous-genre, et des influences de Midsommar, et de ce qu'on peut retrouver, et de qu'est-ce qui participe à renouveler, puisque c'est un film qui ne part pas de rien, qui ne vient pas de rien. Comme je disais comme on l'a dit en introduction, il y a eu des films à la fin des années 60, au début des années 70, qui ont complètement participé à créer les codes de ce sous-genre qui ne va trouver un nom finalement qu'en 2004, par la bouche même du réalisateur d'un des films, donc de 71, La Nuit des Maléfices, Blood on Satan's Claw, de Pierre Sagard. C'est lui-même qui va nommer ce sous-genre folk horror, et c'est vrai que ça place aussi des mots sur un ensemble de films qui étaient un petit peu ou qui trouvaient, je sais pas, peut-être des catégories dans leur part formelle. Je pense notamment au projet Blair Witch qu'on qualifiait de film found footage et tout, mais qui en fait, c'est vrai aussi, rentre un petit peu dans cette catégorie du folk horror, puisque on va avoir des sorcières, des rites particuliers avec des jeunes perdus dans une forêt. Et donc les influences de Midsommar, on les retrouve déjà dans La Nuit des Maléfices, et on les retrouve aussi dans The Wicker Man, film de Robin Hardy de 73, qui en français s'appelle Le Dieu d'Osier, et qui met en scène un policier qui va un policier donc chrétien, croyant, hein, le début du film c'est littéralement une scène à l'église, et qui va se retrouver sur une île pour une enquête parce qu'il a reçu une lettre disant qu'une jeune fille a disparu. Et il va se retrouver dans cette île où personne ne partage sa culture, personne ne partage ses croyances, et il va y avoir un choc, alors que c'est sur son territoire, il s'attend pas à ça. C'est aussi ça la force du truc, c'est que là je pense que d'une certaine manière dans Midsommar ils s'attendent pas à un tel choc culturel, parce que pour eux il y a quelque chose de la culture occidentale, les États-Unis, l'Europe, ok, on voit, on a cet ami suédois qui est chez nous, ils se font bien dans notre culture, pourquoi l'inverse ne serait pas vrai? Et en fait on se rend compte que ça ne marche pas, il y a une dissonance, il y a un contraste extrêmement fort qui se met en place, et dans The
Wicker Man, c'est ça. C'est que du coup l'enquête policière va patiner parce que ce n'est pas possible de comprendre les cadres sociaux dans lesquels, enfin le policier ne peut pas comprendre les cadres sociaux dans lesquels il rentre. Et voilà, je dévoile pas la fin du film évidemment. Si vous l'avez pas vu, allez-y. C'est un film dont le récit est assez simple à suivre, contrairement peut-être à La Nuit des Maléfices, qui a une narration un petit peu plus obscure. On va passer d'une scène à l'autre. La Nuit des Maléfices, pour le coup, c'est un film, je crois, qui se déroule, si je dis pas de bêtises, au XVIIe siècle, 17e ou 18e siècle, qui met en scène une communauté chrétienne dans laquelle il va y avoir à nouveau des rites païens, un démon qui va en fait attaquer une communauté rurale, et évidemment là aussi un petit choc des cultures qui va se produire, mais un choc des cultures tel qu'il aurait pu en se produire au XVIIe siècle, donc il va pas se dérouler de la même manière. Mais on a aussi des couronnes de fleurs, hein, d'ailleurs, on a des couronnes de fleurs, des scènes de sexe, donc une scène de viol quand même qui est assez dure, il faut le préciser, hein, dans La Nuit des Maléfices. Mais donc ouais, voilà, on a tout un tas de références à ces genres-là. Alors pas seulement à ces films-là, il y en a sans doute plusieurs autres que j'oublie, mais si vous avez envie d'approfondir, on va dire, le genre que Midsommar renouvelle, et si vous voulez aller voir aussi un peu les origines de ce genre-là, ça fait partie des films que vous pouvez aller voir et qui sont, à mon sens, en tous les cas, très réussis. Faites attention à ne pas vous tromper sur Wicker Man. Oui, il en existe deux. Donc il y a l'original. Donc... Et toi, t'as vu le remake? Et moi, j'ai vu le remake. Alors en fait, j'ai vraiment l'impression d'être la caution mauvais goût de cette émission. J'ai vu le remake de 2006 avec Nicolas Cage. Car oui, il y a The Wicker Man avec Nicolas Cage. Et je pense que d'ailleurs, les personnes un peu plus jeunes qui ne connaissent pas forcément The Wicker Man, le film d'origine, peut-être découvert ce film au hasard d'une de ses rediffusions, parce que c'est un film The Wicker Man avec Nicolas Cage qui, j'ai l'impression, repasse pas mal sur des trucs genre Ciné Plus Frisson, ou qui repasse sur des chaînes ciné, quoi, de temps en temps en deuxième partie de soirée. Moi je l'avais découvert un peu par hasard, parce que j'ai un oncle qui achète énormément de DVD, et puis il y avait ça qui tournait dans le lecteur. J'ai dû commencer, je sais pas, à la moitié du film, et j'avais jamais entendu parler de The Wicker Man, et ni de folk horror ni rien, et pour le coup la fin m'avait scotché, quoi. J'ai un souvenir marquant d'être sur le cul à la fin, même si tu le sens globalement un petit peu arriver. Mais on va pas se mentir, j'étais adolescent, je n'avais pas vu beaucoup de films d'horreur. Je pense que si je le revois aujourd'hui, je vais plus rigoler en le regardant. Parce que de la vie générale, c'est un énorme nanar, quoi. Donc plutôt se focaliser sur le film d'origine, et éventuellement, pour rigoler, pourquoi pas la version avec Nicolas Cage. Je pense que ça doit être assez marrant à voir. Ça, il y a ces films, donc les films des années, fin des années 60, début des années 70. Il y a ce film là avec Nicolas Cage, ce remake, mais il y a aussi d'autres films, si vous voulez découvrir aussi ce sous-genre de folk horror. Il y a notamment, je crois qu'il est sur Netflix, si je dis pas de bêtises, il y a The Witch. Oui, The Witch d'ailleurs, pour préciser, qui est produit par Lars Knudsen, qui est aussi le producteur d'Hérédité et de Midsommar, du coup. Et oui, et ça se ressent un petit peu. Un petit peu, ouais. À certains moments. Et donc oui, The Witch, c'est un film qui, en l'occurrence, là il y a pas forcément de rite néo-païen, surtout parce que le néo-païen. Alors c'est un petit peu ambigu. En l'occurrence, c'est une famille chrétienne qui se fait expulser d'une communauté parce que, alors c'est la scène d'intro. Ils ont un attachement à la religion qui n'est pas tout à fait le même que la communauté dans laquelle ils sont. Ils se font exclure. Et en fait, ils vont se retrouver dans une prairie. Ils vont habiter dans une prairie qui est entourée par une forêt. Et la forêt est habitée par une sorcière. Et alors là, pour le coup, vraiment aussi âme sensible, s'abstenir. Hein. Il y a des scènes qui sont un petit peu costauds. Mais où on retrouve quand même aussi ce rapport à la religion. Mais là, ça va pas se goupiller du tout de la même manière. C'est-à-dire que ils ont un rapport à la religion qui est la famille qui est extrêmement malsain, qui va les amener à se voiler la face, à ne pas voir ce qui se passe, et à se méfier les uns des autres, alors que parce qu'il y a la sorcière autour qui rôde et qui apparaît sous différentes formes. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un autre film, et je sais pas, alors, le genre, la folk horror, comme ça, c'est, j'ai l'impression qu'on explore aussi d'une certaine manière qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui est à la lisière de ce genre, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui est pas dedans. Mais en y réfléchissant, je me suis demandé aussi si un film comme Le Village de Night Shyamalan pouvait pas être aussi à la lisière de ce genre-là, puisqu'on a énormément de scènes de jour, on a une communauté repliée sur elle-même, elle aussi à l'intérieur d'une forêt, et c'est vrai qu'on a ce cadre dans Midsommar,
dans The Witch, dans le village, ou la forêt, ou d'un espace naturel qui va encadrer l'action, et ça va être la limite. C'est-à-dire qu'aller dans la forêt, c'est s'exposer potentiellement à la mort. Et on retrouve un petit peu ça, cette communauté fermée. Le jeu avec les couleurs aussi dans le village, il y a énormément de ça. Et alors je sais que c'est pas un film qui est particulièrement apprécié, Le Village de Night Shyamalan. Pour le coup, moi je suis pas un grand fan du réalisateur, mais en l'occurrence j'avais plutôt bien aimé ce film, qui était tenu quand même. Il y avait Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, qui, enfin pour moi, jouent tous et toutes vraiment bien. J'avais plutôt, enfin si je devais défendre un film de Shyamalan, pour moi ce serait celui-là. Et qui reprend certains principes, et notamment je disais autour des couleurs, il y a le rouge, ce rouge sang qui va être très important, qui va être important dans les films aussi des années 70. Donc on a comme ça des échos, et donc je pense que ça peut être un film à voir. Je l'ai pas vu depuis un moment en l'occurrence, Le Village, mais qui peut peut-être faire partie de ce genre de la folk horror. Écoute, je te rejoins sur Le Village. Je pense qu'il en fait partie, puisqu'on a vraiment toujours cette grande part de folklore à l'intérieur du film. On a cette grande part accordée au mythe, à cette horreur ancestrale qui rôde autour du village. On a cette peur irrationnelle chez les membres du village. Enfin, pour moi, il rentre là-dedans, et le cadre aussi, il fait beaucoup. C'est vrai que dans quasiment tous les films de folk horror, on a un lieu isolé et souvent entouré de forêt. Donc pour le coup, en ce qui me concerne, je pense que ça correspond. Et effectivement, je te rejoins, je défendrai Le Village également, qui avait aussi des belles trouvailles visuelles et un casting de choix. C'est pour moi un des derniers bons films de Shyamalan. Tu vois, c'est même pas. Je préfère. Je préfère même Le Village à certains de ses films précédents. J'arrive pas à détester Le Village, et j'arrive pas à aimer aussi non plus trop ces autres films. Après, là, c'est un avis tout à fait perso, mais il y a une atmosphère plutôt captivante en fait dans Le Village. Pareil, on se sent un petit peu happé par les images en regardant Le Village. Les gens qui parlaient sur ce film aussi se sont beaucoup concentrés sur le twist, parce que Shyamalan est connu pour des films à twist, mais je trouve qu'en l'occurrence, moi ça me touche pas particulièrement, les twists de Shyamalan, et celui du Village ne me touche pas particulièrement non plus. C'est vraiment autre chose, c'est vraiment une ambiance, je trouve, qui se met en place, qui est autre. Mais bon, je pense que le meilleur représentant de la folk horror maintenant, ça va être Midsommar. Ah oui, là, bah oui, c'est ça, mais c'est ça qui est génial, c'est que il arrive à reprendre tous ces éléments des films originaux. Il cite aussi d'autres films des années 70, et il arrive vraiment à en faire quelque chose de son époque, et à dire aussi quelque chose sur l'époque, et je trouve ça assez fort. Il y a autre chose, alors je sais pas si toi tu avais terminé, ou si tu avais d'autres... J'avais autre chose à dire sur Midsommar, oui, sur le fait qu'on aura bientôt une autre version de Midsommar qui va sortir. Vrai. Parce qu'en fait, Midsommar est rated R aux États-Unis, donc c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans qui sont non accompagnés d'un adulte. Mais il est passé pas loin de la classification NC moins de 17, c'est-à-dire strictement interdit aux moins de 17 ans. C'est un peu l'équivalent de notre classe X, en gros. Donc vraiment interdit aux moins de 18 ans chez nous. Et Ari Aster a dû multiplier les allers-retours avec la Motion Picture Association of America, donc qui régule cette signalétique, pendant 6 semaines. Donc vraiment, ça a débattu sévère. Et il a dû consentir à enlever au moins 30 minutes du film à cause de ça. Mais justement, il compte les remettre dans la Director's Cut, sur laquelle il est en train de travailler, je crois, et qui sort là en DVD Blu-ray. Donc, eh bien, ce sera une occasion de le revoir. Ah bah, j'ai vraiment hâte. Et une chose, dernière chose aussi, alors c'est plus, je suis moins sûr de ce que je vais avancer là, mais il y a aussi quelque chose de particulier. Je suis tombé aussi sur plusieurs articles, hasard aussi de l'année, qui parlent aussi de l'extrême droite européenne, l'extrême droite en France et de l'extrême droite européenne, et de une fascination pour une nouvelle partie de l'extrême droite, pour les rites néo-païens, et une fascination et un attachement aussi à une culture qu'il fantasme du coup. Et je me demande aussi s'il n'y a pas quelque chose de politique finalement dans le fait de faire se passer ce film en Europe à ce moment-là, à un moment donné où il y a de plus en plus de franges de l'extrême droite européenne qui se revendiquent du néopaganisme, c'est les mêmes délires que quand il y avait une imagerie néo-nazie qui était réutilisée
utilisé. J'ai l'impression qu'il y a aussi une imagerie qui est empruntée au rite néo-païen par l'extrême droite européenne de plus en plus. Et j'ai l'impression que le film est aussi un discours là-dessus. Même si pour le coup, en l'ayant vu qu'une fois, c'est dur d'en parler là, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, moi, dans toutes les interviews d'Ari Aster que j'ai lues, il ne l'évoquait pas, mais ça veut pas dire qu'il n'a pas voulu le faire. Et ce serait, ça pourrait être, oui, relativement logique, puisque c'est vrai que déjà à l'époque du nazisme, il y avait une part de mystique assumée et revendiquée chez les dignitaires nazis, et c'est aujourd'hui quelque chose qu'on retrouve dans les groupes néo-nazis, dans les groupes d'extrême droite européens, et tu peux avoir effectivement la sensation que l'histoire est peut-être en train de commencer à se répéter, et ça peut être effectivement un thème que tu peux évoquer dans ce cinéma-là. Enfin bon, c'était une idée comme ça. Il se trouve que je suis tombé en fait par hasard sur plusieurs articles qui expliquent comment l'extrême droite se réapproprie certaines imageries néo-païennes surtout. Mais bon, si vous avez aimé Hérédité, je pense que vous pouvez aller voir Midsommar. Si vous avez envie de... Moi, en tous les cas, ça m'a donné envie aussi de compléter un peu ma filmo en folk horror. En folk horror, non seulement de ces dernières années, mais aussi des années 70. Donc ça m'a donné envie de voir plus de films se déroulant à la lumière du jour dans un cadre naturel. On va en conseiller quelques-uns dont on a parlé, donc The Wicker Man, l'original, The Witch, qui est dispo sur Netflix à l'heure où je vous parle, je sais pas s'il restera longtemps, quelle n'a pas été ma surprise de le voir sur Netflix, je m'y attendais pas. Et je crois qu'il y a Apostle aussi, qui est sur Netflix, Le Bon Apôtre. Le Bon Apôtre, tout à fait. Qui lui aussi est un film de folk horror, sorti plus récemment, je crois 2016-2017, si mes souvenirs sont bons. C'est ça, il y a La Nuit des Maléfices aussi, vous pouvez aller voir, qui est très intéressant. Et si vous ne l'avez pas vu, à la limite, Projet Blair Witch, même si pour le coup la part folklorique est un peu noyée sous un aspect formel en fan footage qui, moi, m'avait pas particulièrement touché. Pour s'endormir, c'est bien, on va dire. C'est dur quand même. Je n'aime pas du tout le Projet Blair Witch. Écoutez, je crois qu'on en a fini avec cette émission, avec ce numéro. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook Charles et Mathias, sur notre compte Twitter évidemment @IFRpodcast. Vous pouvez nous laisser des avis sur iTunes et sur à d'autres endroits. D'ailleurs, je pense qu'il faut que je remercie, alors j'ai pas tous les pseudos en tête, mais j'ai reçu des messages à la fois sur le Discord, en MP, sur Twitter et autres, des messages vraiment très 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 gentils de votre part. J'ai pas eu le temps encore de répondre à tous, j'ai répondu à certaines personnes mais pas à tous. Donc merci beaucoup, ça fait toujours plaisir, ça donne toujours envie de continuer quand il y a des personnes qui me disent que elles regardent pas particulièrement de films d'horreur, mais qu'on est suffisamment clair pour parfois pour certaines personnes qui ne peuvent pas regarder ces films-là. Donc merci à vous, toujours un plaisir. En plus, nous, ça nous fait regarder des films, donc on n'est pas contre. Nous, on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro d'Inspiré de faits réels, et d'ici là, évitez de parler aux gens bizarres qui vous proposent des hallucinogènes.